C'était la nuit sur le pont de le United States Ship George Herbert Walker Bush en décembre 2021, l'océan Noir. Le pont d'envol était un chaos de lumière et de cris dans la pénombre, une chemise jaune. Il y a un directeur d'aéronef pour nous, pas avec notre marine. L'argot a agité ses baguettes, signalant à un avion de se placer près de la catapulte. Un petit tracteur tire une étrange forme grise vers l'avant et la chemise jaune a signalé un virage. Normalement, un pilote dans le cockpit accuse réception d'un ordre par un geste, mais cette nuit-là, le cockpit était vide et quelqu'un marchait près du train avant. Il y avait un marin tenant ce qui ressemblait étrangement à une grosse manette de jeu vidéo attachée à sa poitrine, son pouce flottant au-dessus d'un joystick. Un avion lourd, valant des millions, était manœuvré sur un pont en mouvement entouré de nombreuses personnes et de matériel coûteux. Tout cela était contrôlé par un gars avec ce qui ressemble à une manette Xbox. Si la machine décidait soudain d'accélérer à ce moment-là, peut-être en poussant le joystick vers l'avant. Il était à environ 3 secondes de percuter l'équipage du pont et de tomber du côté d'un navire de guerre à propulsion nucléaire. Mais le gaz en chemise jaune a signalé un arrêt et le marin a appuyé sur le joystick et la machine s'est arrêtée parfaitement sur la piste de la catapulte. Voici le Boeing MQ-25 Stingray. C'est le premier aéronef sans pilote opérationnel basé sur porte-avions au monde. Cette nuit-là, il montra qu'il pouvait survivre sur l'aérodrome le plus hostile au monde. Mais malgré son apparence de bombardier furtif futuriste, sa mission n'est ni de bombarder ni de combattre en duel aérien. Sa mission est un peu ennuyeuse, c'est une station-service volante. Vous vous demandez peut-être pourquoi la marine américaine dépense autant pour construire un robot qui transporte du carburant. La réponse à cette question se trouve dans la tyrannie de la distance observée dans le théâtre du Pacifique. Les bases sûres et les zones de combat sont séparées par des milliers de kilomètres. Le Pacifique est immense. Pourtant, les chasseurs embarqués modernes comme le FA-18 Super Hornet et le F-35C ont en fait un rayon d'action plus court que les anciens avions de la guerre froide comme le A-6 Intruder. La marine a dû utiliser ces chasseurs comme ravitailleurs improvisés. Actuellement, 20 à 30% des sorties de Super Hornet servent au ravitaillement. Ils ajoignent des réservoirs sous les ailes et volent juste pour ravitailler leurs camarades. C'est un peu comme acheter une flotte de Ferrari haut de gamme et en utiliser un tiers pour faire des livraisons Uber Eats. Ça fonctionne, oui, mais c'est une utilisation incroyablement stupide de l'argent et de la durée de vie des appareils. Le jour où mon livreur Uber Eats arrive en Ferrari, on se dira « Mec, qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment parfait pour changer de boulot ». Cela use la durée de vie de vos meilleurs chasseurs, tout en les empêchant de participer au combat. Le MQ-25 est conçu pour arrêter ce gaspillage en dépensant des milliards de dollars. Il décolle du porte-avions et transfère 6 350 à 7 000, 250 kg de carburant à 500 000 nautiques. Cela équivaut à 9 000 litres de quoi remplir environ 160 voitures familiales. De rien, mais un drone basé sur porte-avions avec cette autonomie et ce volume interne n'a pas besoin d'être entièrement rempli de carburant. Vous pourriez le remplir de réseaux radars, vous pourriez le remplir de modules de capteurs, ou, un jour, vous pourriez effectivement le remplir de missiles anti-navires furtifs. Et nous y reviendrons plus tard, mais pour l'instant, voyons comment cela fonctionne réellement. Le problème, d'accord ? Pour comprendre pourquoi la marine parie sur une station-service volante sans pilote, il faut d'abord examiner ce casse-tête stratégique. Souvent comparé à des porte-avions aux bras courts comme un T-Rex, les escadres aériennes américaines de la guerre froide avaient une portée impressionnante. Ils lancèrent des avions comme le A-6 Intruder et le S-3 Viking robuste et conçus pour transporter de lourdes charges sur de longues distances. Ils pouvaient frapper des cibles à des centaines de kilomètres et rester en vol pendant des heures, gardant ainsi le porte-avions lui-même hors de danger, mais ces avions ont disparu. Ils ont été retirés il y a des années, laissant le pont d'envol des porte-avions modernes dominés par le FA-18 Super Hornet et le F-35C. Maintenant, ce sont des chasseurs multirôles fantastiques et très avancés technologiquement, mais comparés à leurs ancêtres, ils ont une autonomie limitée. Leur autonomie en combat sans ravitaillement est bien moindre. Cela ne poserait problème que si les États-Unis combattaient uniquement des insurgés sans marine ennemie. Mais le monde a changé et des adversaires comme la Chine ont passé 20 ans à développer des missiles balistiques anti-navires longue portée. Ce sont des armes conçues pour traquer les porte-avions et elles peuvent atteindre des cibles à plus de 1000 km de distance. Voilà donc le problème auquel la marine est confrontée. Si un porte-avions américain est en mer des Philippines, tracez un cercle indiquant la portée de ces avions sans ravitaillement.
Il y a de fortes chances que ce cercle ne touche même pas la Chine continentale, mais si vous tracez un cercle pour la portée des missiles terrestres chinois, il englobe facilement le porte-avions, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la marine américaine. La solution évidente est le ravitaillement en vol. Le ravitaillement en vol des chasseurs augmente leur rayon d'action et permet aux porte-avions de rester en sécurité, mais la marine n'a plus de ravitailleurs dédiés à bord. Ils les ont retirés du service, donc depuis 2 décennies, ils utilisent une solution de fortune appelée le ravitaillement entre pairs. On apprend beaucoup de termes de la marine aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il s'agit de prendre un chasseur de première ligne, souvent un Super Hornet, et d'y installer un grand réservoir externe et une nacelle de ravitaillement Buddy Store. Cette nacelle, souvent produite par Cobb, intègre un système de tuyaux et d'enrouleurs. Le chasseur décolle, rejoint ses camarades, transfère son carburant via le tuyau, puis atterrit. Et sur le papier, cela fonctionne, mais en pratique, c'est extrêmement inefficace. Selon certaines analyses, et les données de la marine, 20 à 30% des sorties de Super Hornet servent uniquement au ravitaillement, sans largage de bombes ni patrouille, mais juste pour transporter du carburant. Vous prenez essentiellement un chasseur supersonique à 70 millions de dollars piloté par un aviateur qui a été formé à grands frais pour être la pointe de la lance dans le combat aérien. Comme mentionné, ils sont surtout un camion-citerne volant, la pression augmentée au Pentagone. Ils cherchaient une solution pour régler l'autonomie, éviter de gaspiller des Super Hornets et survivre en environnement risqué. Ils avaient besoin d'une machine capable de parcourir de longues distances, de rester en vol pendant des heures, et qui n'avait pas besoin d'un pilote pour se plaindre de tourner en rond pendant 6 heures d'affilée. Ce n'est pas exactement derrière les lignes ennemies, n'est-ce pas ? Cette nécessité a fait naître une question qui allait déclencher une lutte interne féroce. Si nous devons construire un nouveau drone pour le porte-avions, doit-il s'agir d'un bombardier furtif high-tech, capable de frapper en profondeur en territoire ennemi, ou bien d'un appareil ennuyeux, sans glamour, mais dont on a désespérément besoin ? Un ravitailleur ? Eh bien, la réponse à cette question allait définir l'avenir de l'aviation navale, le bombardier drone. C'était presque suffisant pour comprendre le Stingray. Nous devons observer le fantôme de la machine qu'il remplace. L'ensemble du programme sert essentiellement de suite à un film qui n'est jamais sorti, un projet qui promettait un bombardier robotique furtif, mais qui a finalement livré une station-service volante à la place. À la fin des années 90 et au début des années 2000, la marine et la DARPA ont commencé à explorer le concept de véhicule aérien de combat sans pilote, ou Unmanned Combat Aerial Vehicle. Cet effort a donné le Northrop Grumman X-47B. Si vous avez vu des images de cet appareil, il semble sorti d'un film de science-fiction. C'était une aile volante sans empennage, comme un B-2 miniature conçu pour prouver qu'un robot peut atterrir sur un pont d'envol en mouvement. Et cela a parfaitement fonctionné. Au début des années 2010, le X-47B a réussi à décoller et à atterrir de manière autonome sur un porte-avions, prouvant ainsi que le concept était viable. Après ce succès, la marine a lancé le programme UCLASS pour un drone embarqué sur porte-avions, dédié à la surveillance et aux frappes. Le rêve était assez ambitieux. Un drone haut de gamme, furtif, à longue portée, capable de pénétrer profondément dans l'espace aérien ennemi, d'espionner des cibles et de larguer des bombes. Il devait être la pointe de la lance. En 2015, le programme était bloqué dans la bureaucratie. Robert O'Rourke, alors secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, s'est retrouvé face à 6 années de débats sans fin sur ce que ce drone devait réellement être. Selon O'Rourke, 3 écoles de pensée distinctes se disputaient alors le budget. Le premier camp voulait un avion d'attaque haut de gamme, en gros un bombardier furtif robotisé, pour ouvrir la voie à travers les défenses aériennes ennemies. Le second camp souhaitait un drone longue endurance, optimisé pour la lutte antiterroriste et capable de patrouiller 24 heures au-dessus d'environnements permissifs pour traquer les insurgés. Le troisième camp souhaitait juste un drone pour surveiller l'océan autour du porte-avions, et une décision devait être prise. Il a posé une question au planificateur naval. Qu'est-ce qu'on peut se permettre et à quelle vitesse peut-on obtenir la furtivité sur le pont ? La réponse l'a déçu. Les responsables lui ont dit que développer un nouveau bombardier furtif sans pilote prendrait en réalité plus de temps et coûterait plus cher que d'acheter simplement plus de F-35C pilotés qui étaient déjà en cours de déploiement. Donc, contraint de faire des compromis, la marine allait accélérer l'achat du F-35C pour assurer le rôle d'attaque furtive. Pendant ce temps, le programme de drone de classe U serait vidé de sa substance et réaffecté. Au lieu d'un bombardier, il serait un ravitailleur, moins cher et essentiel pour éviter l'usure prématurée des Super Hornets en ravitaillement. Une décision pragmatique. Dans une autre chronologie, le MQ-25 aurait été le premier bombardier furtif autonome. Nous vous aurions présenté une vidéo plus intéressante, mais merci de rester avec nous. Il a plutôt été conçu comme un appareil polyvalent. Tout le monde est déçu.
En 2016, la marine a abandonné la classe U et renommé le programme SEABARS, système de ravitaillement aérien sur porte-avions. Et bravo encore une fois au gouvernement américain pour avoir inventé des acronymes. L'accent a été mis entièrement sur le ravitaillement, avec un peu de capacité de surveillance en complément. La marine a nommé le futur appareil MQ-25 Stingray. M pour multimission, Q pour sans pilote. Une compétition a été lancée entre les poids lourds Boeing, Lockheed Martin et General Atomics. Mais ensuite, il y a eu une petite surprise. Northrop Grumman, qui avait construit et testé le X-47B, a quitté la course en 2017. Ils ont examiné les exigences et conclu. Cela n'a pas de sens commercial pour nous, désolé. Une fois la situation stabilisée, le champ était libre pour une nouvelle conception. Quand le gagnant a été annoncé, ce n'était pas le jet furtif à aile volante attendu. Concevoir le Stingray. En 2018, la marine a pris sa décision, attribuant le contrat de développement d'ingénierie et de fabrication du MQ-25 à Boeing. Cela a suscité quelques réactions dans la communauté de la défense. La marine avait réduit ses exigences, passant d'un bombardier furtif de classe U à un simple ravitailleur SEABARS. Mais quand Boeing a présenté son design, il ne ressemblait pas à un simple camion-citerne volant. Avec son fuselage intégré, sa prise d'air affleurante qui dissimule les pales du moteur et sa queue en V distincte, le Stingray ressemble étrangement au drone furtif que la marine disait ne pas vouloir. Les analystes de la défense, notamment de la zone de guerre, s'interrogent toujours sur l'origine de cette forme. Boeing avait déjà réalisé l'essentiel du travail sur un design furtif de classe U et l'a simplement réutilisé au lieu de l'abandonner. Ils ont offert à la marine une station-service déguisée en demi-bombardier furtif. Pour saisir l'ampleur de la machine, il faut dépasser les rendus élégants. Le MQ-25 est impressionnant. Il fait 55 pieds, soit la taille d'un bus urbain standard. Son envergure est de 75 pieds, ce qui est énorme pour un pont d'envol de porte-avions. Pour que l'appareil tienne dans le garage du navire, les extrémités des ailes se replient, réduisant sa largeur à 31 pieds. Ce fuselage est propulsé par un unique turboréacteur Rolls-Royce AE 3007 Ensign. Ce n'est pas un nouveau moteur expérimental, c'est la version navalisée d'un moteur de travail éprouvé utilisé dans les jets d'affaires et le gigantesque drone de surveillance MQ-4C Triton. La statistique clé ici est la capacité de ravitaillement. La marine veut que le Stingray transfère 14 000 à 16 000 livres de carburant à 500 000 nautiques. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ 2400 gallons de carburant pour avion. Et pour poursuivre notre analogie avec les voitures, c'est l'équivalent de l'essence de 150 voitures familiales maintenant. Sur ce point, il faut préciser que le MQ-25 n'est pas un avion furtif à large bande. Comme le B-2 Spirit ou l'aile volante X-47B, il vole avec des nacelles suspendues sous ses ailes et possède une forme de fuselage conventionnel, ce qui compromet sa section radar. Cependant, il est faiblement observable. Cette entrée d'air affleurante que nous avons mentionnée est essentielle car elle dissimule les pales très réfléchissantes du compresseur du moteur au radar ennemi. La queue en V supprime la nécessité d'une grande dérive verticale. Le système de ravitaillement du drone reste classique. Le MQ-25 transporte sous l'aile la nacelle de ravitaillement Cobb & Buddy Store, comme sur les Super Hornet, avec un système de ravitaillement par tuyau souple et panier. Le drone déroule un tuyau muni d'un panier où le pilote du récepteur insère sa perche. Un détail fascinant et un peu effrayant concerne ce système. Selon la Royal Aeronautical Society, le MQ-25 n'a ni caméra arrière ni capteur pour le panier de ravitaillement. Il ne vous voit pas arriver. Comme avec un avion ravitailleur piloté, le robot vole droit et dépend de l'habileté du pilote du chasseur pour se connecter. Il ne vous assistera pas, vous devez toujours voler en formation serrée avec le robot, de nuit, dans la turbulence et au-dessus de l'océan. Alors comment contrôle-t-on un tel robot ? On ne le pilote pas vraiment au sens classique. Sur le porte-avions, le Stingray s'est contrôlé via l'Unmanned Carrier-Based Mission Control System, le système de contrôle de mission aéronavale sans pilote. La marine a installé à bord de le United States Ship George Herbert Walker Bush une salle dédiée appelée Centre de guerre aérienne sans pilote, Centre de guerre aérienne sans pilote. Les opérateurs de véhicules aériens, installés à des consoles sans manche ni gouvernail, programment la mission avec des points de passage, trajectoires de ravitaillement et mesures de contingence. Après le lancement, le drone devient largement autonome et exécute seul le plan. L'opérateur agit comme gestionnaire du drone. Il lui donne des instructions, le surveille et gère le trafic aérien. Bien que le logiciel gère le vol, la phase la plus critique se passe sur le pont, où les opérateurs de manutention, comme le marin à la manette de jeu cité, interviennent.
Ils sont sur le pont d'envol avec les directeurs en chemise jaune et utilisent un dispositif de contrôle. Unité portable conçue pour une génération habituée à la Xbox et à la PlayStation. En 2021, ces opérateurs ont utilisé le dispositif pour déplacer le drone, l'aligner sur la catapulte et libérer la zone d'atterrissage. En gérant le chaos du pont d'envol, c'est un exemple d'ingénierie centrée sur l'humain. La marine a choisi de ne pas modifier ce balai complexe. Les signaux manuels et schémas de circulation sont restés identiques. Ils ont juste créé un robot pouvant s'insérer dans ce système sans imposer aux humains d'apprendre autre chose. Des essais à la limite. Avant que l'arrêt ne puisse faire ses preuves sur un porte-avions, elle devait d'abord prouver qu'elle pouvait réellement voler. Boeing a construit un avion de démonstration, le Tian pour l'entrepreneur. En septembre 2019, le Tian a effectué son premier vol au centre des États-Unis, et non au-dessus du Pacifique. Aéroport de Saint-Louis, Illinois. Il était indéniablement étrange de voir cet appareil naval gris et anguleux survoler les champs de maïs plats du Midwest. En 2020, le T1 a volé avec le module de ravitaillement, testant l'aérodynamique pour vérifier que la traînée supplémentaire ne gênait pas le logiciel de contrôle de vol. Voler en cercle est facile. Le vrai test a eu lieu le 4 juin 2021. C'était le moment clé de tout le programme, le tout premier ravitaillement en vol sans pilote d'un avion piloté. La configuration était simple, mais un peu effrayante. Le drone T1 a déployé tuyaux et perches traînant le panier derrière lui. Un FA-18 Super Hornet de la marine s'est approché, sa perche de ravitaillement déployée à l'intérieur du cockpit du Hornet. Le pilote regarde, sa perche de ravitaillement est sortie. C'est un jeu risqué. Si le drone se trompe de quelques pieds ou si le logiciel réagit mal. En cas de rafale de turbulence, le panier peut heurter la verrière du chasseur ou, pire, les deux appareils entrer en collision. Mais le robot est resté stable. Le pilote du frelon a manœuvré pour entrer dans le panier. La perche s'est enclenchée et le carburant a commencé à couler. Et avec cela, l'histoire a été faite. Cela a prouvé qu'une machine pouvait être digne de confiance pour maintenir sa position à proximité d'un avion piloté. Plus tard cette année-là, le MQ-25 a renouvelé la réussite avec un A2D Hawkeye et un F-35C prouvant que ce n'était pas un hasard. L'aérodynamique validée, il était temps de rejoindre le porte-avions. En décembre 2021, le T-1 a été embarqué sur l'United States Ship George Herbert Walker Bush. Cela nous ramène aux essais sur le pont vus au début, mais cette fois pour recueillir des données concrètes. Les ingénieurs devaient en comprendre comment les capteurs du drone géraient le vent sur le pont et le tangage du navire pour améliorer le logiciel. La marine n'a pas seulement utilisé le drone, elle a utilisé un avion King Air servant de remplaçant, effectuant des approches avec le système d'atterrissage de précision conjoint, ou JPALS. Ils apprenaient au logiciel comment atterrir sur un porte-avions au milieu de l'océan. Pendant les essais physiques, Boeing et la marine réalisaient aussi des simulations virtuelles pour tester la future collaboration homme-machine. Ils ont montré qu'un pilote de Super Hornet pouvait utiliser ces liaisons de données pour ordonner au MQ-25 de déployer sa perche et ravitailler. C'est un aperçu d'un avenir très différent de la guerre. Aujourd'hui, le pilote communique avec le ravitailleur par radio. Demain, ils cliqueront sans doute sur un bouton et leur ravitailleur viendra les rejoindre. L'argent, la politique, les retards. Bien sûr, aujourd'hui, aucun méga-projet de défense moderne ne serait complet sans une section sur l'explosion des coûts et des retards interminables. Vous avez déjà vu ça, vous savez comment ça fonctionne, et le MQ-25 Stingray ne fait pas exception. En 2025, la marine doit acheter 76 Stingray, 67 opérationnels et 9 pour essais et développement. Le coût de cette flotte est estimé à 159 milliards. En faisant le calcul, cela revient à un coût d'acquisition d'environ 209 millions par appareil, un chiffre qui inclut sa part des coûts de recherche et développement. Pour maintenir les lumières et la chaîne d'assemblage en fonction. La marine a sollicité plus d'1 milliard de dollars pour le budget 2026, incluant approvisionnement, recherche et les 3 premières cellules de production initiale à faible cadence. À titre de comparaison, le prix d'une Stingray équivaut à celui de plusieurs jets d'affaires haut de gamme. Cependant, aucun de ces jets d'affaires ne pourrait décoller d'un porte-avions nucléaire ni ravitailler des chasseurs furtifs à 500 miles au-dessus d'un océan hostile. Ce n'est peut-être pas une comparaison brillante, mais c'est cher, c'est sûr. Pourtant, pour l'armée américaine, signer le chèque reste la partie facile. Obtenir l'appareil est plus difficile que prévu. Initialement, la marine comptait disposer d'avions de production en vol dès 2022. Non, c'est 2025. Vous regardez sûrement cela en 2026. Le comité international olympique étant prévu pour 2024 ou 2025.
Dans une décision qui ne surprendra absolument personne qui suit les achats militaires, le calendrier a été repoussé à plusieurs reprises. Un audit de l'inspecteur général du département de la Défense en 2023 a signalé que le plan de la marine de lancer la production avant la fin des tests, méthode voler avant d'acheter, risque d'augmenter les coûts et de retarder les livraisons. Fin 2023 et début 2024, les vols d'essai étaient reportés à 2025 et la disponibilité à 2026, mais fin 2025, cela paraissait encore trop optimiste. Le premier vol du chasseur de la marine est à nouveau reporté à début 2026. L'équipe rencontrant des difficultés lors des tests structurels et de la certification logicielle. L'objectif pour la réelle préparation au combat est désormais indiqué de façon vague comme étant d'ici la fin de l'exercice fiscal 2027. C'est la routine des programmes de défense modernes, mais avec de vraies conséquences. Chaque année, le Stingray est retardé et les Super Hornets continuent d'user leurs cellules comme réservoir volant. Pourquoi ? Pourquoi ce retard ? Cantigan cite une tempête parfaite. Défis de conception, fabrication, choc d'approvisionnement dû au Covid et problèmes de qualité et de main-d'œuvre. Au sein de la base industrielle de Boeing, on a déjà entendu ça. Pour désengorger la situation, Boeing ouvre en 2024 une nouvelle installation de 200 millions à l'aéroport de Saint-Louis, conçue pour produire ses drones. Naturellement, tout cela a déclenché un vif débat politique. Les critiques estiment que la marine aurait pu régler le problème des ravitailleurs à moindre coût en modifiant plus de FA-18 ou en réutilisant le S-3 Viking retiré. Ils affirment que le Stingray est un moyen incroyablement coûteux de livrer du carburant, mais les partisans rétorquent que le carburant n'est qu'un amuse-bouche. Ils affirment que le MQ-25 est un précurseur, important non seulement pour le ravitaillement, mais aussi pour l'apprentissage de l'intégration des drones sur porte-avions, groupe aérien à grande échelle. C'est le prix d'entrée pour l'avenir de la guerre navale au-delà du ravitailleur, donc pour l'instant, le Stingray n'est qu'un ravitailleur. Mais si vous parlez aux stratèges navals, et surtout si vous regardez ce que les analystes murmurent, c'est très clair. Ce ravitailleur n'est en quelque sorte que le début. Voilà. L'impact principal est l'autonomie. La Royal Aeronautical Society indique qu'en transférant 15 000 livres de carburant à 500 miles nautiques du porte-avions, le MQ-25 double le rayon d'action de l'aile aérienne. C'est le grand indicateur qui inquiète apparemment beaucoup les planificateurs militaires chinois. Pensez-y comme ceci. Sans le Stingray, le porte-avions doit s'approcher dangereusement de la côte ennemie pour lancer des frappes aériennes, presque en zone de danger. Avec le Stingray, vous déplacez la station-service des abords sûrs de la ville jusqu'à mi-chemin sur une autoroute dangereuse. Les chasseurs font désormais le plein au cœur du combat, frappant des cibles jadis inaccessibles, tandis que le porte-avions reste à distance en sécurité. Mais le Stingray est un gros avion avec beaucoup de volume interne et une grande autonomie, ce qui le rend parfait pour un rôle secondaire, le camion capteur. Les propres documents de la marine mentionnent explicitement le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ou renseignement, surveillance et reconnaissance comme mission secondaire. Sans cockpit ni système de survie, l'intérieur offre de l'espace pour antennes radar, brouilleurs électroniques ou matériel de communication. Les analystes voient dans le Stingray comme une tour cellulaire aérienne, tournant silencieusement des heures, connectant chasseurs, navires et autres drones en un réseau unique, transmettant les données à la flotte. Pendant que les chasseurs se concentrent sur le combat, il y a ensuite l'option épicée, le camion à missiles. En 2024, des photos d'une maquette du MQ-25 montrées lors d'un salon révélaient concernant qu'il transportait autre chose que des réservoirs de carburant. Sous ses ailes étaient 2 missiles furtifs anti-navires Air-to-Ground missiles 158C LRASM et sous son nez, un nouveau capteur sophistiqué. Bien que la marine n'ait pas encore officiellement adopté cette configuration armée du Stingray, la logique est assez séduisante. Si vous possédez un drone longue distance et discret, pourquoi ne pas l'utiliser pour lancer des missiles longue portée ? Le porte-avions pourrait ainsi lancer des armes anti-navires furtives hors de portée ennemie, transformant le ravitailleur en tireur redoutable à distance. Le MQ-25 est un précurseur. La marine envisage qu'en 2040, 60% de l'aile aérienne des porte-avions soit composée de drones. Le Stingray et l'infrastructure de contrôle de mission centre de guerre aérienne, sans pilote intégré au porte-avions, forment la base de cet avenir. C'est la plateforme où la marine apprendra, parfois à ses dépens, à faire fonctionner humains et machines ensemble. Le MQ-25 Stingray est un exemple typique de méga-projet ennuyeux. Désolé, merci de rester avec nous. Honnêtement, j'ai trouvé cela assez intéressant. C'est aussi une révolution discrète, sans le glamour d'un nouveau chasseur, ni la puissance d'un bombardier stratégique.
À la place, il résout simplement un problème de carburant en prenant en charge la mission de ravitaillement. Il transforme l'une des inefficacités les plus coûteuses de la marine, à savoir l'usure des chasseurs de première ligne utilisés comme camions-citernes improvisés en une tâche pour un robot dédié. Cela permettrait de restaurer la portée du groupe aéronaval, ramenant le rayon d'action à celui de la guerre froide, mais avec la furtivité et la connectivité actuelles. Plus important encore, le Stingray oblige la marine à répondre aux questions pratiques de l'avenir. Comment fait-on rouler un robot par 50 nœuds de vent dans l'obscurité près de réacteurs en marche? Comment conçoit-on les salles de contrôle? Comment élabore-t-on une doctrine qui permet à un pilote de faire confiance à un opérateur à distance quand les choses me tournent mal dans le circuit d'atterrissage? Le MQ-25 est la machine qui oblige la marine à écrire le manuel de l'aviation sans pilote. Si tout se passe comme prévu, les enfants qui naissent aujourd'hui grandiront dans un monde où la chose la plus étrange à propos d'un porte-avions ne sera plus que des avions à réaction atterrissant sur un navire en mouvement, mais que la moitié de ces avions n'auront même pas de pilote. Et quand cela arrivera, ce sera parce que la marine aura commencé par apprendre à une simple station-service volante comment tout faire. Merci d'avoir regardé.